Et... contact, annonça Hati. Parfait, nota le capitaine. Maintenant, ouvrez-moi ce sas. Oh, ça devrait être un jeu d'enfant, capitaine, s'exclama Lune Loin. La station a beau avoir plus de 300 ans, ces systèmes restent les ancêtres de ceux qu'on utilise encore aujourd'hui. Hati ne devrait avoir aucun mal à s'y connecter. Confirmé, approuva l'opératial dans son petit drone cuivré flottant à leur côté. La porte est ouverte. Et en effet, dans ce qui aurait sans doute été un long chointement si le son avait pu se propager, le sas extérieur de la station de commandement du Miracle d'Opale coulissa, révélant au-delà un corridor plongé dans la pénombre. Le capitaine avait décrété qu'une première mission de reconnaissance, constituée de personnes ayant reçu l'entraînement pour de telles situations, se rendrait tout d'abord sur les lieux, et ce, malgré les protestations d'Illiran, l'historienne, forcée de rester en arrière. Les quelques sélectionnés avaient alors enfilé leur combinaison de protection, pour ne pas dire armure intégrale dans le cas de Rempart, l'Alionite, et avaient embarqué à bord de la navette de transport de l'Étertiel. Ne faisant pas partie des élus pour cette première expédition, je ne pouvais qu'observer les choses sur les écrans de l'Étertiel, retransmettant les images de leurs caméras. À mes côtés, sur la passerelle, se trouvaient Illiran, Stélia la navigatrice, Casey l'officier scientifique de bord, Orb le Vancar, ainsi que Mévalie Théanok, la lieutenant et capitaine d'intérim en l'absence de son supérieur. Quant à Hati, l'opératial, il était bien sûr tout autant avec nous sous sa forme dématérialisée qu'avec la mission de reconnaissance grâce au drone qu'il pilotait à distance. Le reste de l'équipage était à bord de la navette, et je ne pus m'empêcher de frémir d'excitation lorsque je les vis franchir le sas de la station de commandement d'une arche supposément partie pour une autre galaxie il y a plus de 3 siècles. Quelles histoires celle-ci pouvait bien avoir en réserve pour nous? Quels récits allais-je pouvoir en tirer? Quels articles et reportages allais-je pouvoir produire pour inscrire mon nom dans l'histoire? Je reconnais entièrement la vanité qui m'animait en ces instants, et qui m'anime peut-être encore aujourd'hui. Mais pour être honnête, je pense que pratiquement tout le monde à bord de l'Étertiel l'a partagé, et souhaitait immortaliser son nom, ne nous voilons pas la face. Pour l'heure, je les observais avancer dans le corridor seulement éclairé par les lumières de leur combinaison, suivis par la palette de transport chargée de matériel en tout genre. Au bout de quelques secondes, a-t-il leur retransmis les premières informations qu'il avait pu relever après s'être connecté au système. Je confirme que sans vos MacBoots, vous seriez en train de flotter, et que l'air n'est pas respirable, indiqua l'opératial. La station possède des tanks d'oxygène, mais ceux-ci sont vides depuis bien longtemps. Le reste des systèmes à bord est à l'état dormant, et je ne peux pas les réactiver manuellement. La plus grosse partie de l'énergie et la plupart des ressources sont redirigées vers la passerelle centrale, et ce n'est que de là-bas qu'on pourra accéder aux données de bord. On ne devrait pas tarder à y arriver. Effectivement, quelques instants plus tard, la petite équipe, constituée du capitaine Eltan Jarko, de Kaler Connell et Damioler Geek, les 2 chercheurs, ainsi que de Rempart et Lune Loin les Alionites, et du drone d'Hati, déboucha dans une haute pièce ronde faiblement éclairée par quelques pales veilleuses, dont la plupart avaient cessé de fonctionner ou grésiller, sur le point de s'éteindre, accentuant l'ambiance décrépite des lieux. Tout comme le couloir qu'ils venaient de remonter, l'endroit semblait tomber en désolation. Plusieurs panneaux s'étaient décrochés des murs, révélant d'énormes câbles, ainsi que des appareils de maintenance, et d'abondantes particules de poussière dansaient paresseusement en zéro gravité. Puis, les lumières des combinaisons révélèrent la présence d'une longue console de commande, surmontée de plusieurs écrans, ainsi que... « C'est bien ce que je crois ?» demanda Kaler Connell. « Des caissons de biostase ? Ça m'en a tout l'air !» acquiesça Damioler Geek, dont c'était la spécialité et la raison première de la présence à bord de l'Étertiel. « Je vous en laisse volontiers l'examen !» intervint la voix automatiquement traduite de Lune Loin à nos oreilles. « Regardez-moi plutôt cette console, tellement archaïque, tellement primitive. C'est une pièce de valeur bien plus précieuse, et elle va nous en apprendre bien plus que vos macabées dans une boîte. » Depuis mon point d'observation, sur la passerelle de l'Étertiel, je ne pus m'empêcher de pouffer. Les Alionites avaient tendance à être très directs. Et puis après tout, Lune Loin était une chercheuse spécialisée dans l'hybridation des différentes technologies de la Fédération. Il n'était pas étonnant qu'elle soit plus intéressée par la machinerie autour d'elle que par les caissons. Ceci dit, j'osais espérer qu'elle se trompait en parlant de Maccabée. La question était sur toutes les lèvres, mais personne ne semblait vouloir la formuler à voix haute tout de suite. Et pendant que le capitaine, Lune Loin et Hati se penchaient sur la console à la recherche des données de bord, Cal et Damio se dirigèrent vers les caissons sous le regard attentif de Rempart dans son armure de combat. Les caissons étaient au nombre de 8, disposés en cercle autour d'un pilier central,
Et Damio confirma bien vite qu'ils étaient tous occupés. Incroyable, souffla-t-il. Je n'osais pas y croire, mais aujourd'hui, les caissons de biostase ne sont plus que des capsules de secours, ou des sarcophages pour ceux qui cherchent à repousser la mort toujours plus loin. Mais à l'époque, c'était juste avant les navigateurs, et tous les vaisseaux qui voulaient s'aventurer hors des sentiers ouverts par les pionniers en étaient équipés. Les voyages à longue distance impliquant de devoir plonger tout l'équipage en biostase était une option sérieusement considérée par tous ceux qui voulaient partir explorer la galaxie sans avoir à... Oui, bien sûr, s'impatienta Eliran depuis la passerelle de l'Éther-Ciel. Le miracle d'Opale en était équipé en cas d'urgence, on sait. Mais est-ce que les gens dedans sont encore en vie ? Demanda-t-elle, posant enfin la question que tout le monde attendait. Aucune idée, répondit Damio. Les écrans de contrôle ont rendu l'âme depuis belle lurette. Je vais les donner des caissons, annonça le drone d'Ati depuis la console. 3 de leurs occupants sont encore en vie. Je vous tague lesquels sur le réseau local. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes pour les 5 autres. 3 rescapés temporels, souffla Eliran. Est-ce qu'on peut les réveiller ? Pas ici tout de même, ricana Damio. Mais à l'infirmerie de l'Éther-Ciel, aucun souci. Ati pourrait se charger de toute la procédure. Mais pour ça, il va falloir les déplacer. J'ai jeté un coup d'œil à la machinerie, et ça va me prendre un peu de temps de les débrancher aux générateurs qui les alimentent. Et une fois que ce sera fait, il faudra les équiper de batteries de secours et les charger à bord de la palette le temps du transport. Je pense qu'on a bien le temps de les amener un par un à l'Éther-Ciel pendant que je m'occupe du suivant à chaque fois. Un court silence s'installa sur les 2 passerelles de commande, avant d'être rompu par Altan Jarko, notre capitaine. « Bien, annonça-t-il. Ati, Lune Loin, récupérez toutes les données que vous pouvez dans la console. Damio, occupe-toi de débrancher les caissons. Cal, prête-lui main forte. Rempart, ramène les caissons à l'Éther-Ciel au fur et à mesure avec la navette. Je m'occupe de surveiller que tout se passe bien ici. À vos ordres, capitaine, répondit Damio. Au hasard, je commencerai par toi, chantonna-t-il avant de jeter son dévolu sur l'un des 3 caissons identifiés par l'opérationnel. Quelques longues minutes plus tard, la navette était de retour à l'Éther-Ciel, Rempart escortant le premier des 3 rescapés temporels jusqu'à l'infirmerie, où il remit le caisson aux soins des instruments contrôlés par Ati. Et alors que l'Alionite reprenait le chemin de la navette pour rejoindre la mission de reconnaissance, l'opératial, depuis son drone toujours affairé à la console centrale de ce qui restait du miracle d'Opale, reprit la parole. J'ai récupéré suffisamment de données de navigation pour reconstituer partiellement le trajet effectué par la station, indiqua celui-ci. Malheureusement, je n'ai aucune information sur le reste de l'arche. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 303 ans, elle s'est éjectée du miracle d'Opale et que depuis, elle avance vers le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, le plus proche de son lieu de départ. Un autre point qui me semble pertinent à relever, même si les données à ce sujet sont assez floues, est qu'il semblerait que le 2e bloc de la station renferme le réacteur stellarique rudimentaire du miracle d'Opale, la gigantesque machine qui était censée ouvrir un sentier vers une autre galaxie. Mais celui-ci semble être totalement avide, et il comptait sans doute le recharger une fois de retour à proximité d'une étoile. Ce qui me semble le plus logique, acquiesça le capitaine. La théorie la plus admise est que le sentier ait échoué, et qu'il se soit retrouvé à dériver dans le vide entre les galaxies, sans espoir de recharger leur réacteur. Ils ont probablement dû abandonner le reste de l'arche par économie d'énergie, avant de mettre le cap vers l'étoile la plus proche. C'est un miracle qu'il n'ait eu que 300 ans à dériver, et que certains d'entre eux soient encore en vie. Un nouveau silence suivit ces mots, le temps que tout le monde digère le récit particulièrement glauque que venait de faire le capitaine. Des dizaines de milliers d'âmes abandonnées dans le vide pour que 8 personnes puissent éventuellement survivre dans leur caisson de biostase. Le frisson qui parcourut mon échine n'eut cette fois-ci plus rien à voir avec de l'excitation. C'était avant les navigateurs, certes, mais ils avaient de grands ingénieurs en réacteurs stellariques à bord, intervint Eliran. Rekar Opal s'était entouré de cerveaux brillants pour sa folie, et ils auraient sans doute été en mesure de le reprogrammer pour un autre trajet s'ils avaient pu le recharger. Mais nous sommes arrivés avant qu'il n'en ait l'opportunité, commenta simplement Kalerkonel en posant sa main sur l'un des caissons dont l'occupant n'avait pas survécu au voyage. Encore un silence, plus respectueux cette fois-ci, une fois de plus rompu par Eliran. De toute façon, on va pouvoir leur poser directement nos questions. Je vous rappelle qu'on a 3 survivants, et l'un d'entre eux est déjà à bord. Ati, tu peux enclencher le processus de réveil ? Passant l'accord du capitaine, répondit l'opératial. Allez, capitaine, s'il vous plaît.
plaida Illiran. Je brûle de curiosité. Laissez-nous au moins rencontrer notre premier invité pendant que vous jouez aux explorateurs sur votre station. Je jurerais avoir vu un sourire étirer les lèvres d'Elton Jarko à l'écran, sur la caméra de Cal. Pourquoi pas, admit-il. Réveillons-en déjà un pour commencer. Hachi, garde-le en quarantaine, on ne sait jamais. Et assure-toi de pouvoir le neutraliser s'il devait s'avérer violent. Mais enclenche le processus. Laissons notre historienne lui poser les premières questions. Merci, capitaine. Celui-ci grogna et reporta son attention vers la console, alors que Lunloin venait enfin de trouver l'accès à la machinerie interne de celle-ci et se mettait à en examiner le câblage et les processeurs. Puis, tandis que Rempart repartait vers la navette avec le deuxième caisson, Illiran s'élança à grands pas vers l'infirmerie, manquant de justesse de trébucher contre l'exosquelette nacré d'Orbe, allongé silencieusement quelques pas derrière nous. J'hésitais à la suivre, tout aussi curieux qu'elle d'interroger notre nouveau passager. Mais depuis la passerelle de l'Éther-Ciel, j'avais accès à tous les écrans de contrôle et pouvais suivre tout ce qui se passait, tant à bord de la station qu'à l'infirmerie. Et même si nous serions restés en communication avec le reste de l'équipage grâce à la puce que nous arborions tous derrière l'oreille, je préférais finalement rester au cœur des événements. Voyant que rien ne semblait menacer Cal et Damio alors qu'ils débranchaient le troisième caisson, le capitaine décida de s'aventurer dans les quelques couloirs inexplorés de la station, avant de revenir, haussant les épaules. Rien d'intéressant, annonça-t-il. Le reste de la station ne sert qu'au stockage des batteries et des générateurs qui maintiennent cette pièce en vie. Ou en semblant de vie, marmonna Stelia à mes côtés sur la passerelle de l'Éther-Ciel. Et ils ont dû rassembler tout ce qu'ils pouvaient pour se donner la moindre chance de survie, commenta Damio tout en travaillant sur le caisson. 300 ans à dériver dans de vieux caissons de biostase, c'est du jamais vu, il me semble. Il existe quelques autres réfugiés temporels, intervint la voix d'Illiran à nos oreilles alors qu'elle arrivait à l'infirmerie. Des cas relativement similaires d'individus retrouvés dans des capsules de survie des décennies après que leur vaisseau se soit perdu. Mais on parle de décennies, le record officiel est d'un peu plus de 80 ans, pas de siècle entier. On pourrait mettre ces types dans un musée. Un petit rire général anima le canal de communication avant qu'Atine ne reprenne la parole. Je confirme qu'à l'exception du deuxième bloc qui abrite le réacteur stellarique, toutes les ressources de la station ont été cannibalisées pour alimenter les caissons abritant les 3 survivants. Cependant, et curieusement, je constate dans les données de bord qu'une commande a été entrée pour privilégier ces 3-là en particulier à défaut des 5 autres. Cette fois-ci, le silence qui s'installa fut plus sinistre. Les 3 survivants avaient-ils sacrifié leurs camarades pour se donner une chance de survie ? Et si c'était le cas, étions-nous vraiment en mesure de juger ? Qu'aurions-nous fait à leur place ? Et il y avait sans doute de très bonnes raisons à cela dont nous n'avions pas idée. Néanmoins, je ne pus m'empêcher d'éprouver une certaine appréhension à l'égard de nos mystérieux dormeurs. Sans doute le commandement ou le personnel nécessaire à l'entretien de la station, reprit le capitaine. Nous en saurons plus très vite. Illiran, Hachi, où en est notre nouveau passager ? Il commence à remuer, répondit Illiran depuis l'infirmerie. J'imagine que vous pouvez le voir depuis vos écrans, mais il s'agit d'un homme, plutôt maigre, les cheveux châtains coupés courts, le teint clair. J'ai essayé de l'identifier grâce au manifeste de bord du miracle d'Opale, mais l'algorithme m'a rendu beaucoup trop de faux positifs. En même temps, ils étaient plusieurs milliers à bord, et en 300 ans, les gens peuvent changer. Bon, certes, pas en biostase, je vous l'accorde. Attendez, je vois qu'il commence à bouger les paupières. Je reportai mon regard vers l'écran de l'infirmerie, et puis en effet découvrir l'homme tel que décrit par l'historienne, allongé dans l'un des lits du compartiment de quarantaine. Illiran s'approcha de la vitre blindée les séparant, et appuya sur le bouton du micro. « Salut à toi, belle endormie venue d'une autre époque. De quoi rêves-tu » demanda-t-elle joyeusement. L'homme grogna dans son sommeil, mais n'ouvrit pas les yeux. Illiran soupira, déçu. « Damio, où en est-on avec le dernier caisson » demanda le capitaine. « Hachi, même question concernant les données de bord. »« Bientôt fini, capitaine » répondit Damio alors que Rempart revenait à leur côté avec la palette de transport. « Pas encore pour ma part, capitaine » rétorqua Hachi depuis la console. « J'ai découvert beaucoup de données corrompues. J'essaye de les restaurer, mais ça prend du temps. »« Bien, reprit Elton Jarko. Damio, Cal, dès que vous en aurez terminé avec le caisson, nous irons jeter un coup d'œil au deuxième bloc de la station, nous assurer qu'il n'abrite bel et bien que le réacteur stellarique. Lunloin, joins-toi à nous, tu pourras reprendre l'étude de la console plus tard. Rempart,
Ramène le dernier caisson à l'infirmerie et rejoins-nous avec Kasei. Il voudra sans doute étudier le réacteur de ses propres yeux. En effet, capitaine, approuva l'officier scientifique depuis la passerelle de l'Étertiel. Quelques instants plus tard, Rempart reprenait de nouveau le chemin de l'Étertiel, escortant le 3e caisson. Et alors que la navette de transport se détachait de la station, Illiran poussa un cri dans nos oreilles. « Ah, il a ouvert les yeux. Bienvenue parmi nous, monsieur le réfugié temporel. Vous m'entendez ?» Tous les regards, et toutes les oreilles dans le cas de ceux qui étaient occupés à bord de la station, se tournèrent vers l'écran de l'infirmerie alors que l'individu marmonnait quelques mots incompréhensibles en émergeant de sa torpeur. « Tout va bien, » reprit lentement Illiran de l'autre côté de la vitre. « Vous avez fait un long dodo, mais vous êtes réveillé maintenant, et entre de bonnes mains. Est-ce que vous me comprenez ? » Où est-ce que je suis ? Quand serait sans doute une question bien plus pertinente, marmonna Illiran à voix basse avant de reprendre plus fort. Vous êtes à bord de l'Étertiel, un vaisseau affrété par l'amirauté humaine après que votre signal ait été détecté à l'autre bout de la galaxie plus de 300 ans après votre départ. Mais ça fait sans doute beaucoup d'informations d'un coup. Sachez juste que vous êtes en sécurité et que nous sommes prêts à répondre à vos questions lorsque vous aurez repris vos esprits. L'homme cligna plusieurs fois de ses grands yeux gris lui donnant un air constamment étonné, avant d'ouvrir la bouche puis de la refermer sans rien dire. C'était une erreur de laisser Illiran se charger de ça, marmonna Cal, provoquant quelques rires étouffés sur le canal de communication. Finalement, quelques secondes plus tard, notre invité reprit la parole. Je ne suis pas certain d'avoir tout compris, prononça-t-il. 300 ans, vous avez dit ? À bord de quoi ? Sa voix était rauque. Après tout, elle n'avait pas servi depuis bien longtemps. Mais c'est surtout son accent et ses intonations qui me sautèrent aux oreilles. La langue commune de l'humanité n'avait pas tellement évolué au cours des siècles. Quand il fallait échanger avec des colonies ou des systèmes solaires évoluant chacun dans leur coin et développant leur propre dialecte, il était pratique d'avoir un socle commun et immuable sur lequel se reposer. Néanmoins, il y avait tout de même un petit aspect vieillot à son phrasé qui fit naître un léger sourire sur mes lèvres, même si personne ne s'en formaliserait au vu de tous les différents accents présents au sein de la Fédération. À bord de l'Étertiel, répondit Illiran. Mais chaque chose en son temps. Comment vous appelez-vous ? Mon nom ? Oui, Téméopial, bredouilla l'homme. Je ne dus pas être le seul à froncer un sourcil face à son hésitation. Mais Illiran reprit avant que quiconque ne puisse réagir. Téméopial ? Attendez, vous étiez l'un des ingénieurs en réacteur stellarique à bord du Miracle d'Opale, n'est-ce pas ? L'homme bredouilla une réponse que je n'entendis pas, arrachée à ma contemplation de l'écran par la voix de Kasei Gertal à mes côtés. Téméopial, marmonna-t-il. Je me tournai vers l'officier scientifique de l'Étertiel et découvris que celui-ci était devenu particulièrement pâle et que des larmes semblaient briller au coin de ses yeux. Puis, alors que j'ouvrais la bouche pour lui demander si tout allait bien, je me figeai en remarquant de curieuses et fines veines noires commencer à serpenter le long de sa peau. Kasei, tout va bien ? Fit Stelia, assise quelques pas derrière lui. Damio, qu'est-ce qui se passe ? Tonna la voix du capitaine dans mon oreille. Je reportai mon attention vers les écrans, et puis observai, grâce aux caméras du capitaine, de Cal et de Lune Noire braquées sur lui, que Damio s'était également figé, et que, derrière la visière de son casque, les mêmes veines noires étaient apparues sur son visage. Qu'est-ce qui vous arrive à tous ? Quelqu'un veut bien me dire ce qui se passe ? Demanda Illiran depuis l'infirmerie où elle n'avait pas accès aux écrans. Mais personne ne put lui répondre, car c'est alors que plusieurs choses se passèrent en même temps. L'exosquelette d'Orb apparut soudainement dans mon champ de vision, et un trait de lumière jaillit d'un canon sorti de ses flancs, heurtant de plein fouet la poitrine de Kasei et le projetant contre l'une des consoles de la passerelle, où il resta immobile, les yeux grands ouverts. Puis, la moitié des écrans de contrôle s'éteignit, et le monde se déroba sous mes pieds. Je me retrouvai propulsé contre mes valises, la lieutenant, avant que nous n'allions violemment heurter le mur abritant les drones d'Ati. Ma tête heurta violemment quelque chose, et pendant de longues secondes, je perdis la notion des événements. C'est Stelia, qui s'était elle aussi retrouvée projetée contre une console, qui m'aida à me relever. Et ce n'est qu'à cet instant que je remarquai toutes les alarmes qui s'étaient déclenchées, tant celles qui hurlaient à mes oreilles que celles qui s'étaient affichées sur presque tous les écrans. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demandai-je en me massant le crâne.
La station! Bredouilla Mevali avant de tomber à genoux, une expression horrifiée dans le regard. C'est finalement la voix désincarnée d'Ati qui me répondit, froide et factuelle. La station a explosé. Je n'ai plus aucun contact avec tous ceux qui étaient à son bord.